Si vous voulez bien, on va commencer parce que l'après-midi est extrêmement chargé. Il y a une toute petite modification dans le programme. Par conséquent, la première communication va être celle de l'espace régional Aura. Et ça va être une présentation vidéo effectuée par Audrey Martin. Et donc, on y va. Et Audrey sera après en ligne pour répondre à vos questions. Bonjour à tous. Je suis Audrey Martin, je suis directrice adjointe de la direction qualité, des partenariats patients et de la sécurité des soins, et également en charge de la mission handicap aux Hospices civils de Lyon. La politique handicap des Hospices civils de Lyon est une politique inclusive. Nous sommes engagés depuis 2021 dans un partenariat très fort avec l'association porteuse de la charte Romain Jacobi. Cette politique, en fait, s'inscrit vraiment comme une vision 360, comme un engagement général, comme un principe d'action décliné à toutes les strates de l'institution. Avec en premier lieu la volonté affirmée d'accueillir tous les usagers, en tenant compte de leurs spécificités et de leurs besoins. Elle s'appuie également sur une politique volontariste à destination des professionnels en situation de handicap. Et son corollaire, c'est aussi d'accorder un principe incontournable au titre de la formation des jeunes professionnels et des professionnels de demain, afin que la question du handicap ne soit plus un sujet, une difficulté, mais bien un sujet abordé au titre des compétences. Enfin, pas de politique handicap sans un partenariat étroit avec les acteurs de l'innovation sur le territoire. Au titre de Lyon, c'est un projet d'innovation qui est porté par la métropole. La politique des Hospices civils de Lyon s'inscrit également dans une politique volontariste et coordonnée. Elle repose sur 3 niveaux. Un premier niveau, grâce aux référents handicap que l'on retrouve à tous les niveaux de l'institution, au niveau des groupements, au niveau transversal. Un comité de pilotage territorial élargi aux partenaires. Et enfin, la nécessité de renforcer certains partenariats incontournables au titre notamment des associations et également des acteurs institutionnels comme l'UGCAM et le groupement hospitalier de territoire. La politique handicap, c'est donc 5 piliers de notre politique. En premier lieu, agir à partir et toujours en tenant compte de l'expérience des personnes en situation de handicap, les personnes concernées, les patients et leur entourage. Deuxième pilier, la formation et la sensibilisation des professionnels, aussi bien en formation continue qu'initiale. Troisième pilier, l'accueil et le soutien du parcours des professionnels en situation de handicap en lien avec la direction des ressources humaines et de la formation. Quatrième pilier, la nécessité d'adapter les parcours de ces personnes tout au long de leur prise en charge. Et enfin, améliorer l'accessibilité des locaux en tenant compte effectivement de ces aspects-là à chaque réflexion sur la modernisation des établissements. Enfin, et en pratique, finalement, la politique handicap, c'est un réflexe, s'appuyer sur l'expérience des personnes concernées, un incontournable, la formation, une nécessité, adapter nos modes de communication à destination des personnes et une obligation, nous adapter à leurs besoins. Pour ce faire, et ça fera le trait d'union avec la présentation qui va suivre, nous avons engagé une réflexion globale autour de la littératie en santé, à savoir comment conduire et accompagner les professionnels pour saisir les enjeux d'une communication efficiente au service du patient et de son entourage. Bonjour, je m'appelle Hugo Ardagnon, je suis médecin de médecine physique et réadaptation aux Hospices civils de Lyon et également référent médical handicap pour le compte de l'institution. Je travaille dans un service de rééducation post-réanimation à l'hôpital neurologie et dans mon activité clinique et de recherche en rééducation aiguë, je m'intéresse à la question de la construction et de l'annonce du pronostic fonctionnel chez des patients présentant des lésions neurologiques graves, qu'il s'agit de traumatisme crânien, d'accident vasculaire cérébral ou de lésions médulaires. Dans mon exposé d'aujourd'hui, il y aura 2 temps distincts qu'il faudra distinguer. Celui précoce des discussions éthiques que l'on peut mener en réanimation dans le cadre de procédures collégiales et de limitation ou arrêt de thérapeutique active, et celui plus tardif de l'accompagnement en rééducation. La question de l'annonce ne se réduit pas à un acte de communication isolé. Elle engage 3 formes d'autonomie comme distinguées par Fabrice Gzil. L'autonomie fonctionnelle, celle que le handicap vient bouleverser, l'autonomie morale, qui suppose la capacité du patient à comprendre et à décider par lui-même, et l'autonomie politique, qui a plus attrait à la vie de citoyen dans la société.
Ces dimensions ne peuvent être respectées qu'au travers d'une véritable littératie en santé, c'est-à-dire une adaptation du discours médical à la capacité de compréhension du patient et de ses proches. Cela demande d'ajuster le niveau d'information, de reformuler, de répéter et surtout d'écouter les retours du patient et de sa famille. Dans le prolongement de cette réflexion, notre équipe travaille sur l'amélioration du neuropronostic en réanimation et en post-réanimation. En tentant de reprendre les modèles existants et en essayant de les affiner, il s'agit de combiner les données médicales avec les informations propres au patient, son contexte biopsychosocial, ses préférences, ses souhaits présumés, ses directives anticipées. Notre travail montre combien le pronostic n'est ni linéaire ni purement probabiliste. Il doit intégrer les valeurs de la personne, ses préférences fonctionnelles, sa conception d'une vie acceptable. Cela invite à repenser les directives anticipées, non pas en termes d'actes médicaux isolés, mais de niveau de vie souhaité, de sens du vivre avec. Rapidement, après leur admission dans notre unité, la première synthèse pluridisciplinaire, suivie de la réunion avec le patient et ses proches, est un moment fort et souvent une des étapes clés dans ce processus d'annonce et d'accompagnement. En médecine physique et de réadaptation, nous réalisons plus souvent des annonces pronostiques plus que des annonces diagnostiques. Certaines techniques relationnelles, comme la méthode Spikes, importée de l'annonce en oncologie, peuvent être aidantes. Toutefois, concernant le handicap, ce processus d'annonce est très différent du travail fait en cancérologie. Il s'agit rarement d'un diagnostic, et plus que d'un pronostic vital, il s'agit bien plus d'un pronostic fonctionnel, tout aussi important, car ramenant à la question de qu'est-ce qui fait que la vie vaut le coup d'être vécue, à savoir, quelle capacité ou capacité d'action ai-je besoin pour vivre la vie que je désire. Chez le patient avec tétraplégie, il s'agit souvent du pronostic de la marche, dont les perspectives d'évolution peuvent évoluer durant les 12 à 14 premières semaines, et rarement au-delà de 6 mois par exemple. Chez le patient avec un trouble de la conscience, il s'agit d'évoquer le pronostic d'éveil ou de récupération cognitive, avec des questions humaines fondamentales de la part des proches. Est-ce qu'il m'entend ? Est-ce qu'il pourra reparler ? Avec une évolution se faisant parfois au-delà de 6 à 12 mois. Voici donc 2 situations très différentes. Dans ces situations, l'incertitude n'est pas un échec, elle fait partie intégrante du processus. L'enjeu est d'expliquer cette incertitude sans la nier. Il ne faut pas être le médecin tenant le discours pessimiste « c'est évident, c'est catastrophique », ni le discours trop optimiste « vous allez remarcher ». C'est notamment dans cette perspective que nous développons à la faculté de médecine Lyon Sud des scénarios de simulation relationnelle intégrés au pool de formation des internes en MPR et des étudiants en 6e année. Ces mises en situation permettent d'exercer les compétences relationnelles au même titre que les compétences techniques. Apprendre à annoncer, à écouter, à reformuler et à reprendre la discussion plus tard. Car une annonce, ça ne se fait jamais en une seule fois. L'annonce doit s'adapter au niveau de littératie en santé de chaque patient et sa famille. Le médecin ajuste son discours pour transmettre une information claire, compréhensible et utile, sans toutefois la noyer sous un excès de détails techniques ou d'incertitudes. Cette adaptation suppose d'observer les réactions, de reformuler si nécessaire et d'encourager le patient ou ses proches à redire avec leurs propres mots ce qu'ils ont compris. Cette démarche interactive permet de vérifier la compréhension, d'instaurer un climat de confiance et d'assurer que l'information reçue puisse réellement soutenir la prise de décision et le processus d'acceptation. Les proches, la famille, ont une place essentielle dans le parcours. Ils doivent être intégrés à la prise en soin et informés de manière claire pour renforcer leur sentiment de participation. Mais il est tout aussi crucial de préserver la responsabilité médicale de la décision, notamment lorsqu'il s'agit de poursuivre ou de limiter des thérapeutiques actives. Pourquoi les proches ne doivent pas se sentir responsables d'avoir poursuivi les soins ? Par exemple, je m'en veux car il n'aurait pas souhaité être comme ça. Ou au contraire d'avoir l'impression de devoir décider pour le compte du médecin de l'arrêt des thérapeutiques, décision beaucoup trop dure à prendre pour un proche. La question, si elle est posée ainsi, est une question mal posée. Il s'agit plutôt pour le médecin de redonner l'autonomie morale de la personne incapable de s'exprimer. A-t-il déjà évoqué le sujet avec vous ? Qu'en aurait-il pensé ? L'accompagnement des familles, c'est aussi les aider à traverser leur propre parcours d'acceptation, à leur rythme, dans le respect de ce qu'elles peuvent entendre. Bien souvent, la personne concernée ou ses proches mettent du temps avant d'intégrer en eux la réalité d'un fait ou d'une information. C'est un processus intime qu'il n'est pas possible de forcer et qui peut prendre des détours, le déni, le surinvestissement ou différentes défenses.
En conclusion, l'annonce pronostique et l'accompagnement en médecine physique et réadaptation exigent une approche progressive et adaptable fondée sur la littératie en santé, la reconnaissance de l'incertitude et l'intégration des proies dans le parcours de soins continus. C'est dans cette temporalité longue, faite d'écoute, de reformulation et de respect des rythmes individuels que se construit véritablement la dimension éthique du soin. Alors on va avoir Audrey Martin en ligne là, et il y a la place pour une question sur la communication qu'on vient d'entendre là. Elle va bientôt être en ligne. Est-ce qu'il y a des questions sur cette communication ? Questions ? Pas de questions ? Moi j'ai une petite question. Vous m'entendez ? Bien sûr, pardon. J'ai une petite question là. Vous dites dans la vidéo, les proches ne souhaitent pas être associés à la décision de l'AT. Alors, moi, je fais de la réanimation de patients neurolésés. C'est nous qui alimentons le SRPR en quelque sorte. Et je travaille d'ailleurs avec le SRPR de Nancy que vous connaissez peut-être. Et parfois, les proches, ils veulent être associés à la décision de l'AT. Il y a un petit peu de littérature là-dessus. C'est particulièrement vrai quand le proche est le père ou la mère du patient. Est-ce que vous êtes confronté à ce genre de situation ? Alors pour l'instant, est-ce que je peux vous demander de reposer votre question puisque je viens de me connecter avec le médecin. Est-ce que je peux vous demander de reposer votre question ? Il vous entend. Parfait. Alors, je répète la question. Vous dites dans la vidéo que les proches ne doivent pas être associés à la décision de l'AT pour qu'ils n'aient pas l'impression d'être responsables de cette décision de l'AT. C'est vrai dans un certain nombre de cas, mais pas toujours. Il y a des proches qui, au contraire, souhaitent avoir cette responsabilité, souhaitent être associés à cette responsabilité. C'est particulièrement vrai quand il s'agit du père ou de la mère du patient. Est-ce que vous avez été confronté à ce genre de situation ? Hugo, vous avez entendu ? Oui, tout à fait. Merci pour votre question. Quand je l'ai dit peut-être avec beaucoup d'appoint dans la vidéo, moi je suis tout à fait partisan de les inclure. J'utilise le terme inclure ou faire participer, mais plus que mais en tout cas, c'est plus dans la forme que dans le fond des échanges. C'est comment on explique les trucs et qu'on replace ce que c'est que la décision médicale et par rapport à ce sentiment de culpabilité qui est parfois énorme. Et par rapport à votre question sur les parents, y compris chez les parents, l'exemple que je cite un peu dans ma vidéo, qui est un exemple récent, la maman de 80 ans qui dit en fait le réanimateur, moi ce qu'il m'a demandé c'était est-ce qu'il fallait qu'on continue ou qu'on arrête, et moi je peux pas dire on arrête les soins pour mon fils, c'est trop dur, même s'il m'avait dit je ne voudrais pas être réanimé, je ne voudrais pas être ça, moi en tant que maman je ne peux pas dire oui il faut qu'on arrête, c'est voilà, et c'est très très douloureux même en tant que médecin quand on entend ça, mais ça replace pour moi la place de chacun, c'est-à-dire bien sûr les faire participer, bien sûr les inclure. Il y a des situations très différentes, des personnes qui vont avoir des positionnements probablement très différents. Donc il faut proposer sans imposer, selon moi, mais en tout cas garder la porte de secours, pas que le médecin se défausse, garder la porte de secours, que la décision elle reste médicale pour pas que les familles aient cette culpabilité. Deux os, mais en tout cas. Voilà, moi je dirais un peu comme ça. Ouais, je suis d'accord avec vous. Vous avez entendu sa réponse ? Il a dit qu'il fallait garder le jeu ouvert parce qu'il est confronté à l'expérience de quelqu'un qui dit « je ne veux pas avoir la responsabilité de débrancher mon fils ou ma fille ». En l'occurrence, là, il parle d'une maman de 80 ans, donc j'imagine que le fils ou la fille doit avoir 50-60 ans. Ce qui est différent des parents de polytraumatisés qui ont 20 ans, et pour lesquels ils veulent absolument être associés à ça. Et donc le chemin, et je suis d'accord avec exactement ce qu'il dit, c'est qu'il faut garder le jeu ouvert, s'adapter à son interlocuteur. Il n'y a pas de recette toute faite.
Et il faut que les gens aient la sagesse et l'expérience de s'adapter à leur interlocuteur. On va devoir y enchaîner. Merci beaucoup en tout cas pour cette réponse. On va maintenant pouvoir reprendre le cours normal du programme. Et je donne la parole à Delphine Brard, qui est directrice de la stratégie animatrice du comité de réflexion éthique à l'association Vie Active et qui nous vient de l'ERR Hauts-de-France. Bonjour à tous et à toutes. Et donc vous avez 15 minutes 00. Je me dépêche. Je suis désolé. Le comité de réflexion éthique de l'association La Vie Active a toujours eu pour volonté de faire vivre au sein de ses 90 établissements et services les avis qu'il réalise. Et cela passe notamment par la création de courts-métrages. Je vous propose donc, avant de débuter mon exposé, de regarder encore une courte vidéo qui illustre en synthèse notre dernier avis intitulé « L'accès aux soins des personnes vulnérables ». Il montre le travail de partenariat réalisé entre l'IME, l'Institut médico-éducatif de Liévin, et le centre hospitalier d'Arras sur l'habituation aux soins. Il y a 9 ans, il est arrivé chez nous au mois de janvier l'année dernière et les soins c'était très compliqué avec lui parce que son parcours de soins est très compliqué. Tous les soins ont dû être faits sous anesthésie générale, ça ne nous plaît pas forcément. Du coup là on essaye déjà avec le gaz Méopa pour que ça soit moins violent pour lui. Yann, il va chez le médecin ou l'infirmier, on prend le masque. 3, 4. Regarde, Il faut attendre. Yann, sur la bouche. Oui, sur la bouche. là l'objectif avec Iyad c'est de travailler sur la prise de sang. On a rendez-vous justement jeudi pour lui faire une prise de sang parce qu'Iyad il ne se laisse pas faire. Du coup là mon but c'est de pouvoir travailler sur le masque parce qu'il va être un peu endormi avec le gaz Méopa pour pouvoir ensuite lui faire la prise de sang. Par la suite essayer sans gaz et faire les soins le plus naturellement possible. Doucement, doucement. Le dispositif handicap existe depuis 2019. Nous avons sollicité les associations, les structures du handicap du territoire et donc la Vie Active fait partie d'un de nos partenaires. Nous accompagnons de ce fait les établissements dans le cadre de l'accompagnement aux soins sur toutes les consultations de l'établissement, mais également aussi sur les urgences et sur l'hospitalisation. Super, bravo. Donc nous accompagnons dans le cadre de l'habituation aux soins, aussi bien sur les demandes de groupe, notamment les IME, mais également les demandes individuelles. À toi. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Non, ouais. Allez, tiens, il y a. En fait, moi, je veux pas lui faire. Ouais, maman. Et si on le braque là, C'est fini après. c'est tout. Déjà, ouais. C'est pas grave, il a vu les lieux, il sait qu'il y a un masque. Ouais. On va retravailler ça. Et puis... Donc aujourd'hui, Iyad a bénéficié de ce fait d'une autre consultation
Celle-ci est encourageante puisqu'il a évolué. Les éducatrices et l'infirmière ont vu qu'il y avait une évolution par rapport à la semaine dernière. Donc on espère de tout cœur qu'on puisse réaliser sa prise de sang à la prochaine consultation. Ce documentaire que vous venez de voir illustre en partie notre dernier avis sur l'accès aux soins des personnes vulnérables. En partie, car notre avis ne concerne pas seulement les personnes en situation de handicap, mais bien toutes les personnes vulnérables que nous accompagnons au sein de l'association, les personnes exilées, les personnes âgées, les personnes précaires, etc. La question de l'accès aux soins est très importante dans le secteur social et médico-social. Preuve en est, 3 des avis produits par notre comité de réflexion éthique s'intéressent directement ou indirectement à ce sujet. Nous avons abordé dans notre avis numéro 2 la question de l'acceptation des soins en ESAT, établissement et services d'accompagnement par le travail, et en entreprise adaptée. Dans notre avis numéro 6, la parole des personnes accompagnées, où ce sujet apparaît en filigrane. Et enfin, le dernier avis que je viens d'aborder. Avant de parler d'accès aux soins, encore faut-il que les personnes aient la possibilité de demander un soin ou que ce soin soit identifié par la personne elle-même. Certaines personnes peuvent être en incapacité de s'exprimer ou de se faire entendre. Or, comme le rappelle le CCNE, la 3e exigence éthique réside dans la mise en pratique d'un mode pertinent de communication linguistique et culturelle avec les personnes pour mieux comprendre leurs attentes dans le cadre de leur prise en charge soignante. La compréhension est d'abord celle de la langue. Il n'y a pas de médecine sans récit, il n'y a pas de soins sans échange entre malades et soignants. Ce sujet a été abordé dans l'avis intitulé « Que vaut la parole des personnes accompagnées ?» Car prendre la parole, être entendu, c'est être acteur de sa vie, exercer son droit à gouverner sa propre vie à la juste mesure de ses capacités. En un mot, c'est promouvoir l'autodétermination. Dans ses travaux sur la justice, l'autonomie et la vulnérabilité, Paul Ricoeur fait remarquer qu'il existe une inégalité dans l'usage de la parole et l'une des toutes premières modalités de l'égalité des chances concerne l'égalité au plan du pouvoir parler, du pouvoir dire, expliquer, argumenter, débattre. Il existe une responsabilité éthique qui engage à aider autrui à surmonter cette inégalité. La communication non verbale passe alors par des regards, le toucher, des gestes, des attitudes, des sons. En fonction des difficultés de communication et d'assimilation des informations de certaines personnes accompagnées, il est primordial de développer des nouveaux outils afin de recueillir la parole la plus fiable possible en fonction de la compréhension de chacun. Il faut pour certains publics qu'ils apprennent à dire quand ils ont mal, quand ils ressentent de la douleur, et cela ne va pas de soi. Il faut également qu'on les aide à comprendre ce qui va leur arriver lorsque le soin sera pratiqué. C'est tout l'objet du court-métrage que vous venez de voir sur l'habituation aux soins. Pour y parvenir, une méthode de co-construction avec les personnes accompagnées d'outils de communication est nécessaire. On parle aujourd'hui de la CAA, communication alternative et améliorée. De nombreux outils existent déjà et on les a vus ce matin. L'écriture grand format, le FALC, facile à lire et à comprendre, le format audio, le braille, la langue des signes, des pictogrammes, des objets, des tablettes. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse. Tous les avis éthiques de la vie active sont systématiquement traduits en FALC et en langue des signes. Car si nos avis sont destinés aux professionnels de l'association, ils s'adressent avant tout aux familles et aux personnes que l'on accompagne. Et parler d'accessibilité et ne pas l'être, c'est passer à côté du sujet, je referme la parenthèse. Certains formats sont très simples à réaliser alors que d'autres sont plus complexes et nécessitent l'intervention d'un professionnel formé à l'exercice car tout le monde ne communique pas de la même manière. Les professionnels vont utiliser des photos, des pictogrammes, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs ce matin. Au cours de ces déplacements, le comité de réflexion éthique a aussi noté l'importance d'impliquer les proches des personnes accompagnées dans la vie des établissements, ce qui était l'objet là aussi d'une table ronde. Les proches jouent souvent un grand rôle dans l'accompagnement des personnes et peuvent parfois aussi peser dans le choix de ces dernières. Ils peuvent également être des relais lorsque la personne n'est plus en mesure de s'exprimer. Ainsi, il est essentiel de les mobiliser et surtout de les accompagner au mieux dans un esprit d'accueil de couples aidés-aidants sans que ces derniers ne parlent à la place des personnes accueillies. Une bonne communication suppose donc la création d'une relation de confiance avec la personne accompagnée, l'identification d'interlocuteurs repérés, éducateurs, psychologues, infirmiers, gestionnaires de parcours,
et de temps consacré. La relation sur un temps long est aussi primordiale. Et ça, on l'a vu également hier, car le professionnel peut détecter si la personne va bien, si elle montre des signes de souffrance. Et ces détails infimes peuvent faire la différence. Pour cela, l'accompagnement dans le temps par les mêmes professionnels des personnes non verbales est un véritable atout. Enfin, nous avons également vu à la vie active des traducteurs bénévoles, afin que les personnes migrantes puissent être comprises lorsque celles-ci vont chez le médecin. Des pictogrammes sont également utilisés pour expliquer les soins qui vont être réalisés. La barrière de la langue étant un immense frein, comme nous le savons. Et cet exemple montre que les outils utilisés dans le secteur du handicap sont également utilisés dans le secteur humanitaire, mais aussi dans le secteur des personnes âgées, qui peuvent eux aussi avoir des difficultés à s'exprimer. Pour qu'il y ait accès aux soins, il faut également que la personne accepte d'être soignée. Et cela a été l'objet d'un autre avis concernant l'acceptation du projet de soins en ESAT. Dans les établissements médico-sociaux, comme les ESAT, le soin n'est pas un préalable au travail, mais une composante parmi d'autres de l'accompagnement. La santé y est abordée sous un angle global, comme un équilibre entre bien-être physique, mental, social et insertion professionnelle. Pourtant, les professionnels constatent que le refus de soins, qu'il soit lié à la peur, au traumatisme ou à l'incompréhension, peut fragiliser l'ensemble du parcours. Mais il ne faut pas oublier que la santé des travailleurs relève bien de la sphère privée. Il faut donc que les moniteurs trouvent le juste milieu entre vie privée et vie professionnelle au sein de l'établissement sans être intrusif. Pour aborder la question des soins en ESAT, le comité éthique a réalisé un court-métrage sur le même modèle que vous avez vu. Le scénario est par contre là fictif. Il a été construit avec les travailleurs en ESAT qui jouent d'ailleurs dedans. Il a ensuite été diffusé au sein de nos ESAT durant des temps dédiés. Et le film permet de poser le sujet de la santé et ensuite de débattre avec eux. Un podcast que nous réalisons, qui s'appelle Questionnement éthique, a également été enregistré sur ce thème avec les travailleurs d'ESAT. Ils ont pu témoigner ainsi de leurs problèmes de santé, comme celui des addictions, et de la difficulté pour eux d'aborder ce sujet avec les moniteurs d'ESAT. Leur témoignage est simplement primordial, car il résonnera certainement plus auprès des travailleurs que le discours des professionnels de santé. Une fois que le soin est accepté et identifié, comment le réaliser ? Car les difficultés rencontrées par les publics vulnérables pour faire valoir leurs droits sont nombreux. La complexité des procédures administratives, la démultiplication des interlocuteurs pour obtenir un rendez-vous, fournir des justificatifs, maîtriser le numérique, ne facilite pas le recours des patients et peut retarder souvent la prise en charge. Face à toutes ces difficultés et aux conséquences qu'elles entraînent, les professionnels se retrouvent parfois à assumer des missions qui ne relèvent pas forcément de leurs compétences, comme accompagner un résident à un rendez-vous médical. Les témoignages que le comité éthique a reçus sur ce sujet sont nombreux. Le travail réalisé par les professionnels dépasse souvent le cadre strict de leur mission. Cela peut s'expliquer par des familles absentes, l'absence de famille ou le manque de professionnels que connaît bien le secteur sanitaire et médico-social. Malgré ces difficultés, le comité a pu constater que de nombreuses initiatives permettent d'améliorer l'accès aux soins des personnes vulnérables. Elles prennent souvent racine dans la coordination entre structures sociales et sanitaires. Le CHRS, le Centre d'hébergement de la vie active, fait par exemple appel à des médiateurs de santé qui accompagnent administrativement les personnes pour des rendez-vous à la CEPAM, la création de cartes vitales. Des liens directs avec les professionnels de santé des centres hospitaliers sont privilégiés afin d'obtenir des rendez-vous. Et nous faisons également appel aux équipes mobiles sur notre territoire. Elles sont identifiées en fonction des publics ou des thématiques, comme Mendiant, et d'autres sont parfois créées en fonction des besoins. À la vie active, nous avons par exemple créé un dispositif qui s'appelle Intégrapsy pour les personnes en situation exilée. Des colloques que nous organisons permettent également de faire connaître des dispositifs existants sur le territoire et surtout de faire rencontrer les professionnels. Si le chemin est encore long pour que toutes les personnes vulnérables puissent avoir accès aux soins, nous pensons sincèrement que la volonté est là. Les liens de partenariat qui se tissent entre le secteur médico-social et sanitaire se multiplient et la vulnérabilité de la personne accompagnée est aujourd'hui une composante à part entière dans la prise en charge. Je vous remercie.
On va faire une discussion groupée à la fin. Et donc, on va tout de suite passer la parole à l'équipe suivante, dont la communication est intitulée « Éthique comme langage commun de la coopération médico-sociale et sanitaire », qui est présentée par les membres de la plateforme Ressources éthiques de territoire GHT Paris-Est Val-de-Marne. Et je laisse aux 3 personnes le soin de se présenter elles-mêmes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. On va faire une petite présentation, donc très brève, à 3 voix. Je vais introduire un petit peu notre propos en disant qu'on a décidé de parler de l'éthique comme un langage commun qui soutient la coopération entre le médico-social et le sanitaire. Alors pourquoi un langage commun ? Parce que à chaque fois qu'on parle éthique entre sanitaire, médico-social, entre usagers, proches et soignants, on s'appuie sur des expériences que chacun a partagées, mais des expériences qui sont partageables. On arrive à énoncer le plus clairement possible les intentions des uns et des autres, et puis on réfléchit ensemble à des objectifs et on met en commun nos objectifs. Pourquoi un langage commun ? Aussi parce qu'on partage le fait d'avoir une vision du soin ou de l'accompagnement centrée sur la personne, donc vraiment la prise en compte d'une démarche très holistique autour de la personne en situation de vulnérabilité, et ce, pour assurer une continuité relationnelle. Pour ça, on déploie aussi beaucoup de démarches, on vous le dira, qui sont de l'aller vers, c'est-à-dire on s'est constitué en équipe mobile, et du coup, on va aussi bien dans les structures médico-sociales, dans le sanitaire, que au domicile des usagers. Donc, un mot encore pour dire qu'on a une attention très forte à la question de la vulnérabilité et à l'existence de liens d'interdépendance qui sont le fondement même de la relation de soins, mais avant tout de la relation humaine. Que notre conviction à la plateforme, c'est l'existence de savoirs partagés, des savoirs professionnels, mais aussi des savoirs expérientiels de la part des usagers et des proches. On y reviendra. Qu'on s'attache beaucoup à une éthique qu'on pourrait dire de la reconnaissance, qui parle beaucoup de la question de l'autonomie et de la capacité des personnes concernées à pouvoir prendre des décisions pour elles-mêmes ou à pouvoir déléguer cette autonomie lorsque c'est nécessaire, mais aussi toute la question de la dignité. Et puis, avant de laisser la parole à ma collègue, juste de dire que, mais elle leur dira un peu plus loin, que vraiment notre démarche, elle est à la fois en direction des usagers, des personnes accompagnées, de leurs proches, que des professionnels des établissements du territoire. Je te laisse la parole, Marine. Donc, moi, je me présente, je suis Marine Attali, donc je suis responsable de la plateforme. Agnès et Julien font partie de la plateforme également et ils se présenteront après. Moi, je vous pose un premier temps. Donc, voilà, il y a la diapo. Donc, on est peu nombreux. Donc, on est tous à 50%. Nous sommes tous soignants sur notre autre 50% dans l'établissement au niveau des hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne. Et donc on a une secrétaire à temps partiel, une journée par semaine, et Sophie Lascombe qui est juriste, qui n'a pas de temps dédié mais qui participe largement à nos échanges. Donc comme je le disais, donc on n'est pas un espace éthique, mais on travaille en complémentarité avec les espaces éthiques, et donc on est aussi dans la pratique clinique au quotidien. Je vais vous présenter donc le dispositif qui a une dimension territoriale et qui est donc situé sur le 94 à destination, comme le disait Agnès, des usagers, de leurs proches et des professionnels, et avec divers interlocuteurs, que ce soit le sanitaire, le médico-social, l'associatif et également la médecine libérale, les libéraux.
pour faire un petit historique, la plateforme de ressources éthiques de territoire a vu le jour au décours de l'épidémie de Covid. Elle s'est adossée au comité d'éthique qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années au niveau de l'hôpital Esquirol initialement, qui était un hôpital psychiatrique. Et donc c'est au moment de l'épidémie de Covid que des gens très impliqués au sein du comité se sont engagés pour soutenir les soignants à travers des cellules d'accompagnement éthique pendant l'épidémie. Et puis la plateforme est née et elle a reçu un double financement et un soutien de l'ARS et de l'hôpital avec des temps dédiés. Voilà. Dans nos actions, donc on a vraiment comme idée de soutenir une éthique de terrain, donc une éthique appliquée à destination des usagers, de leurs proches et des professionnels, avec vraiment une dimension d'aller vers également, et de proposer différentes modalités d'accompagnement pour pouvoir s'ajuster au plus près aux demandes qui nous arrivent. Et pour cela, Julien et Agnès vont déployer un peu les dispositifs qu'on propose. Donc, proposer une démarche éthique sous forme d'une aide ou d'un accompagnement se traduit donc pour nous par la mise à disposition de ressources, de compétences, en encourageant la promotion d'une autonomie et d'une posture réflexive. Donc, comme je le disais, nos actions se veulent pratiques, en facilitant l'accès aux soins, en pensant et en accompagnant le soin dans toutes ses dimensions, de la prévention jusqu'au rétablissement et à la réinsertion. On attache une importance accrue à l'expérience et à l'expertise des patients et des aidants, pour lesquels nous relayons la voix lorsqu'elle ne se fait pas entendre. Une démarche éthique pragmatique implique de prendre en compte les contraintes spécifiques de territoire. Elle nous confronte aux réalités concrètes, les inégalités géographiques, les disparités de ressources, les spécificités culturelles locales. Donc s'appuyer sur cet ancrage, cette proximité, facilite la construction d'une culture commune, des espaces où les acteurs se connaissent, se reconnaissent et construisent ensemble des réponses adaptées. Je repasse la parole à Agnès. Merci. Donc moi, je suis infirmière et je suis responsable de la consultation d'éthique clinique au sein de la plateforme. Un mot sur cette consultation d'éthique clinique. Donc elle est un peu sur le modèle du Centre national d'éthique clinique de Cochin, où d'ailleurs moi et mes collègues on a suivi une formation, et elle se propose d'accompagner les usagers, leurs proches ou les équipes soignantes quand elles sont confrontées à des situations médicales ou de stratégies thérapeutiques difficiles au plan éthique. Alors pour ça, en fait, on a l'habitude on est saisi par l'un par les uns ou par les autres. On intervient toujours en binôme et on a pour habitude d'aller recueillir la parole de toutes les personnes concernées par la prise en charge. Donc évidemment la parole des patients en premier lieu. Une parole qui, alors on travaille en psychiatrie, Marine le disait, une parole qui est souvent qui peut peiner à se faire entendre, qui est parfois même invisibilisée. Donc on est très très attentif à pouvoir soutenir et porter cette parole. On entend également les valeurs énoncées par les équipes soignantes, puisque chaque fois qu'on intervient, c'est dans des situations où il y a au minimum un malaise éthique et parfois un dilemme, et des situations qui sont très très complexes et pour lesquelles il n'y a pas de bonne solution. Il va falloir essayer de trouver la moins mauvaise des solutions. Donc forcément, il y a de la souffrance éthique de part et d'autre. Donc on va prendre le temps d'écouter l'ensemble des interlocuteurs nous parler
de leurs valeurs, de la manière dont celles-ci peuvent être parfois malmenées. On va ensuite convoquer un staff, c'est une dizaine de personnes qui sont toutes formées à l'éthique clinique et donc qui ont acquis une méthodologie, et ensemble on va essayer d'élaborer un raisonnement éthique pour pouvoir revenir vers les personnes qui nous ont sollicité. Nous, on n'a pas du tout d'avis décisionnaire. Par contre, on va essayer de déployer une pensée et de pouvoir revenir auprès des équipes et auprès des patients en ayant des argumentations les plus robustes possibles, de manière à ce que la décision qui sera prise puisse l'être en étant le moins inconfortable possible et que ça puisse vraiment s'appuyer sur des arguments solides. Voilà pour la consultation d'éthique. Je passe la parole maintenant à Julien. Merci. Donc Julien Lusteau. Outre la consultation des techniques, la plateforme essaye de décliner aussi, comme le disait Marine tout à l'heure, des espaces de pensée, de réflexion, de questionnement en fonction des sollicitations qui nous sont adressées. Et donc ça prend différentes formes qui peuvent être d'une part de la formation, notamment de sensibilisation à l'éthique clinique, comme Agnès vient d'en parler à l'instant, qui s'adresse au personnel de l'hôpital, mais tout aussi bien à des professionnels des médico-sociales du département et même plus largement. On propose également sur l'hôpital des groupes de travail auxquels participent là encore les collègues de l'hôpital, mais plus largement des personnes qui sont intéressées au sanitaire et médico-social du territoire. Par exemple, parce que ça fait le lien avec ce qui était dit ce matin, en ce moment, un des derniers groupes que propose de réfléchir à l'articulation entre les soins psychiques et les soins somatiques. Bon, il en était question ce matin. C'est vrai que pour nous aussi, ça a beaucoup résonné au moment de l'épidémie, quant à une certaine discrimination qui a pu être endurée par des patients de psychiatrie. Mais c'est toute la question de la prévention, de l'information, l'autonomie, l'autodétermination, le consentement. Et puis avec des zones grises qui sont est-ce que ne pas consentir à un soin, c'est refuser un soin? Si on pourrait décliner plus loin. D'autres modalités d'action, Marie évoquait l'équipe mobile. On intervient également au titre d'accompagnement auprès d'équipes. Là, souvent, parce qu'on est sollicité autour d'une thématique, alors ça peut être dans un centre municipal de santé, les ESAT, SIAD, IME, avec une diversité là aussi de thématiques. Plus localement, sur l'hôpital, on peut organiser, mais tout aussi bien à l'extérieur, des débats éthiques. Donc là, c'est de façon plus ponctuelle. Et qui sont à l'adresse tant des professionnels que des personnes qui sont concernées par l'établissement dans lequel on intervient, et donc les proches également. Là, on se rappelait, par exemple, une des dernières interventions en EHPAD était autour des bienfaits de la présence des chats dans l'établissement. A fortiori, la question se posait parce que la personne qui travaillait à l'accueil était allergique aux chats. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Ce qui pouvait être une question comme ça un peu banale, mais dans le fond, quand on tirait le fil, ça avait de fortes implications et tout le monde avait son mot à dire à ce moment-là. Donc, dans un autre registre, on a pu aussi proposer des journées, colloques, l'année dernière notamment autour de la question de la fin de vie. Le titre de la journée, c'était « Fin de vie, question sans fin ». Et on n'avait pas imaginé à quel point ça allait être vrai à ce point, que cette question allait se prolonger. Mais il semblerait qu'elle repasse au Sénat dans peu de temps, donc on va peut-être enfin avancer. C'est pas seulement la journée qui est en question, en fait ça a été un long travail de préparatifs et de rencontres, avec des professionnels qui sont concernés, mais pas seulement. On a aussi rencontré beaucoup de patients de l'établissement, d'usagers en dehors de l'établissement, mais aussi des lycéens, des personnes qui fréquentent un GEM et qui ont pu, les unes les autres, ensuite intervenir au cours de la dite journée. Cette année, il y a eu sur l'établissement, sur le GHT, un colloque dont le thème était le prendre soin,
ce qui a été l'occasion pour la plateforme d'intervenir avec une des participantes du groupe La Ruche, dont va maintenant vous parler Agnès. Il vous reste 2 minutes. 2 minutes. Ok, 2 minutes pour parler de La Ruche. La Ruche, c'est un groupe de réflexion éthique qui est dédié notamment aux usagers. On travaille, je vous l'ai dit, dans un établissement où il y a beaucoup de services de psychiatrie. Et initialement, on avait souhaité proposer aux usagers de psychiatrie de venir nous rejoindre et de devenir, pour un certain nombre, membres du comité d'éthique. Et en fait, après de très longues discussions avec eux, ils nous ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas nous rejoindre en tant que membres du comité d'éthique parce qu'ils pensaient que le format proposé n'était pas adéquat, que les réunions allaient être trop longues, que le nombre de participants allait être trop important et qu'ils auraient des difficultés probablement à s'y exprimer. Et donc, ils nous ont demandé de créer un dispositif qui leur soit dédié, qui tienne compte de leur capacité à certains moments et de leur envie surtout. Et donc, on a monté un dispositif qui s'appelle La Ruche, où on reçoit régulièrement, aussi régulièrement que les réunions plénières du comité d'éthique, les usagers qui participent à l'écriture des avis éthiques, des billets d'éthique, aux projets d'établissement, qui sont vraiment partie prenante de toutes les décisions. C'est-à-dire que c'est pas seulement des discussions, c'est aussi des mises en œuvre de certaines des décisions qui sont prises dans le cadre de ces réflexions. Et on a eu l'occasion effectivement de les entendre beaucoup s'exprimer et partager avec nous leurs expériences, puisque sur l'hôpital, à un moment, comme le disait Julien, il y avait eu un groupe de travail autour de les violences institutionnelles, la violence en général. Et quand on a souhaité aborder ce sujet-là avec les usagers de La Ruche, ils nous ont dit, mais la première des violences qui nous est faite en tant qu'usagers, nous, c'est celle que l'on subit au moment de l'accueil. L'accueil est parfois extrêmement violent dans les institutions, et donc ils ont décidé de parler de l'accueil, ce qui a donné lieu à l'écriture par une des personnes accompagnées dans le médico-social qui fréquente La Ruche, d'un billet éthique qui a été très très largement diffusé, et d'une sensibilisation assez importante à l'ensemble des professionnels sur cette question de l'accueil. Je voulais revenir juste sur la petite minute qui me reste sur la consultation d'éthique clinique pour dire que, à titre d'exemple, les consultations, c'est souvent des refus de soins de personnes hospitalisées en psychiatrie concernant des soins somatiques, mais c'est aussi, par exemple, des interventions qu'on a fait. Et une des dernières en date, c'était une intervention dans un EHPAD où on a été sollicité par la fille d'une résidente qui pensait que sa maman n'arrivait pas à se faire entendre dans son souhait de pouvoir continuer à s'alimenter de manière normale, sans avoir une alimentation mixée. Et qu'elle n'arrivait vraiment pas à se faire entendre. Donc on a été saisis, on a travaillé avec l'EHPAD, avec cette résidente, avec ses 2 filles, et on a accompagné cette situation, ce qui a abouti à la possibilité pour la résidente en question de faire entendre son refus de soins d'une alimentation mixée et de pouvoir lui permettre de continuer à s'alimenter comme elle le souhaitait. Je dis ça parce que ça ouvrait sur quelque chose que Julien avait dit, mais qui est que quelles que soient les modalités qu'on propose à la plateforme, je crois que l'enjeu principal est d'ouvrir des espaces de réflexion, des espaces de dialogue avec un maximum de transversalité, c'est-à-dire aussi bien les usagers, les proches que les professionnels. Merci beaucoup. J'ai une petite communication technique de la part de la sécurité. Il y a un vélo qui est électrique là, qui est enchaîné à l'escalier, qui est juste derrière moi. Il faut absolument l'enlever. Les vélos électriques sont interdits à l'intérieur du périmètre des amphis. Merci d'avance pour eux. On passe la parole sans plus tarder à Madame Blandine Marion, cadre de santé, spécialisée en éthique du soin, qui nous vient de l'ERR Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, donc oui, je suis Blandine Marion, je suis infirmière de formation initiale, cadre de santé depuis 2013. J'ai travaillé en secteur sanitaire et puis en EHPAD et depuis 5 ans en maison d'accueil spécialisée. Et c'est dans ce cadre-là que j'interviens. Donc nous accueillons des adultes de 18 à 77 ans en situation de handicap, différents types de handicap, du polyhandicap, de l'autisme, de la trisomie, des troubles psychiatriques, des maladies neurodégénératives et depuis peu des handicaps suite à des accidents de la vie.
J'ai fait un DU éthique, celui qui est proposé par l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes depuis quelques années. Et mon mémoire était sur la recherche d'une éthique du quotidien en maison d'accueil spécialisée. Et depuis quelques temps, j'essaye de le mettre en pratique. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous expliquer. Je suis également membre du comité éthique départemental Terre d'éthique à Saint-Étienne et de la commission bientraitance et éthique de l'ADAPI 42. Donc, comme le cite Jean-François Gomez dans Handicap, éthique et institutions, ancien éducateur et directeur d'institut, une institution, j'y reviens, c'est un certain nombre d'acteurs sociaux qui construisent du sens dans un bricolage institutionnel permanent. Nos institutions sont effectivement des lieux de vie, des lieux de soins, des lieux de plaisir, mais aussi des lieux de peine. Un des enjeux de nos établissements est d'arriver à concilier les besoins collectifs et les nécessités individuelles. Une de nos missions, et donc celle de la MAS, c'est de trouver le cadre adéquat dans lequel va pouvoir s'inscrire la réflexion éthique, permettant de trouver ce délicat équilibre entre ce qui est souhaitable pour le résident, ce qui est demandé par le résident, ce qui est demandé par sa famille, ce que la déontologie et la réglementation nous imposent, et ce que le personnel est en mesure de proposer. Comment impulser une réflexion éthique devenue obligatoire et ne pas la réduire à une simple variable d'ajustement ? Est-ce que l'institutionnalisation de la réflexion éthique constitue une garantie du caractère éthique des décisions qui y sont prises ? L'enjeu est bien ici de permettre à la réflexion éthique de ne pas être qu'une plus-value, mais bien au cœur de nos accompagnements comme une boussole. Comment, en tant que cadre de santé d'une maison d'accueil spécialisée, peut-on impulser une réflexion éthique permettant de redonner du pouvoir d'agir aux professionnels pour et avec les résidents et ainsi de se rapprocher de l'accompagnement juste ? Vu les situations complexes que nous rencontrons en masse, comment faire face à des décisions non unanimes ? Comment concrètement, en tant que cadre de santé et autres responsables d'équipe, guider ces professionnels de l'accompagnement à prendre des décisions du quotidien, engageant nos actions dans la bonne direction ou plus exactement dans la moins mauvaise ? Les questionnements éthiques sont permanents. Je vais en aborder plusieurs types en essayant de donner des exemples. Tout d'abord sur des sujets de fond qui impactent le quotidien. Quel regard portons-nous au quotidien sur nos résidents ? Nous échangeons régulièrement sur ce sujet de manière informelle, mais aussi en réunion d'équipe. Le sujet devient plus prégnant avec l'augmentation des admissions pour des handicaps acquis suite à des accidents de la vie, suite à des maladies neurodégénératives aussi. Dans notre structure, nous connaissions davantage les handicaps de naissance. La projection des professionnels est différente pour les handicaps acquis suite à un accident de la vie, et c'est des choses qu'il faut accompagner au quotidien. Nous questionnons aussi régulièrement l'essentiel pour comprendre le sens. Qu'est-ce que l'essentiel pour ces résidents qui n'ont pas la capacité de communiquer ? Que préféreraient-ils s'ils pouvaient communiquer ? À quel moment doit-on privilégier le soin ? À quel moment doit-on privilégier le confort ? Autre sujet que nous questionnons régulièrement, c'est le quotidien. Ce quotidien dont on parle en masse englobe-t-il tout ce qui est ordinaire, tout ce qui se réalise chaque jour, les actes habituels ? Ce quotidien relève-t-il de la routine ? Faut-il mettre de l'extraordinaire dans le quotidien, tous les jours ? Si nous rajoutons tous les jours de l'extraordinaire dans le quotidien, devient-il de l'ordinaire ? Ce qui est bien pour moi en tant que professionnel, est-il bien pour cet autre dont les besoins sont profondément différents ? Nous accueillons de plus en plus de jeunes autistes. Doit-on leur proposer davantage d'activités ou bien doit-on les laisser reproduire leur activité favorite à l'infini ? Notre mission est-elle de respecter quotidiennement leurs besoins d'isolement ? Ou bien doit-on favoriser l'intégration de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouvelles activités ? Hier, nous avons évoqué le besoin d'inclusion, mais besoin pour qui ? Pour faire évoluer la société, mais quel est l'intérêt pour nos résidents ? Pour certains résidents, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'être inclus tout le temps, à chaque moment ? Autre question dont on a évoqué hier, que nous questionnons régulièrement en masse, c'est la question du temps. Comment, avec le temps que nous avons, pouvons-nous organiser différemment ce temps pour impulser un projet de vie là où la vie est parfois une duplication du même au jour le jour ? Comment donner du sens au quotidien et à l'imprévu ? Leur notion du temps n'est pas la même que la nôtre.
Voici les mots d'une de nos résidentes de 21 ans, dictés à notre psychologue suite à un rendez-vous dentaire que je vous transmets avec son accord. C'est un mot, elle s'adressait à sa maman. « Bonjour maman, comment vas-tu ? J'ai eu une dent arrachée parce qu'elle était infectée. J'ai eu des piqûres, les grosses aiguilles, les pinces et tout le tralala. Maintenant, ça me fait mal, ça me titille le cœur et la tête. Quel joyeux bordel. Qu'est-ce que tu penses de me voir souffrir ? J'ai de la peine de souffrir. Quand il a forcé sur ma bouche, ça m'a fait mal. Patrick, il a de la force. En fait, pas ça, on ne va pas à l'encontre de mes choix. Il ne faut pas forcer les soins et attendre que j'ouvre la bouche. C'est irrespectueux pour la personne, il ne m'a même pas dit s'il te plaît. » Ces mots questionnent bien sûr le consentement, mais suite à la discussion de cette jeune fille avec la psychologue, elle reprochait surtout au dentiste de ne pas avoir attendu qu'elle soit prête à ouvrir la bouche. Et c'est une résidente qui met beaucoup de temps, on a parlé beaucoup de ce temps qu'on prend, que parfois prend pour faire la moindre chose, se déplacer, communiquer ou pouvoir faire un soin. Dernier sujet dans les sujets plus de fond, c'est le projet Tout Nouveau Actuel dans lequel nous sommes inclus. À la demande de l'ARS, nous devons envisager d'accompagner nos résidents les plus âgés vers un projet EHPAD. Ceci afin de pouvoir accueillir des jeunes venant d'IME et ainsi libérer des places pour des jeunes enfants. Ce projet, vous l'aurez compris, ne fait pas l'unanimité auprès des professionnels, des résidents et de leurs familles. Beaucoup se posent la question, est-ce que nous serons pas malfaisants en faisant ça ? Pour avancer plus sereinement, j'ai essayé d'aborder ce sujet sous l'angle de l'éthique en le reprenant au regard des différents principes de l'éthique. Alors ceci, à défaut d'accepter, a permis de faire un pas de côté pour mettre davantage de sens à ce projet et pour pouvoir avancer positivement. Il y a également des sujets qui sont directement dans les soins, dans les accompagnements et qui impactent directement les décisions pour un ou plusieurs résidents. Par exemple, par rapport à la gastrostomie, dans quelle situation est-ce déraisonnable ? Nous avons eu ces 2 dernières années 3 discussions éthiques avec des spécialistes extérieurs à notre structure autour de possibles gastrostomies pour des résidentes non communicantes. 2 ont abouti à la pose d'une gastrostomie avec l'accord des familles, bien sûr, et une discussion a abouti à l'abstention thérapeutique, également avec l'accord de la famille. La résidente est décédée quelques semaines après, à la masse, avec un accompagnement de l'équipe et de la famille. Pour ces 3 situations, les chirurgiens ont été impliqués dans l'échange. Pour l'une de ces situations, un médecin également spécialisé en éthique est intervenu. Pour 2 de ces situations, l'échange s'est fait dans un premier temps entre professionnels pluridisciplinaires, puis en impliquant la famille, dans un deuxième temps. Dans une des situations, la famille a participé directement à l'échange. C'est des questions que nous avons régulièrement aussi entre nous. À quel moment et comment impliquer les familles ? Et encore plus difficile dans une structure en masse, le résident. Autre questionnement que nous avons régulièrement, quel risque est-on prêt à prendre individuellement ou collectivement pour favoriser la liberté d'aller et venir ? Nous avons cette discussion à plusieurs reprises, soit dans le cadre des projets personnalisés des résidents, soit dans le cadre de l'intervention de l'équipe mobile de soins palliatifs. Par exemple, dans le cas d'un accompagnement d'un résident avec une maladie neurodégénérative, la maladie de Huntington. Les équipes éducatives étaient en désaccord. Certains privilégiaient la sécurité du résident en faisant valoir leur responsabilité sur une chute fatale, si une chute fatale survenait. Donc, ils étaient plutôt sur la contention. D'autres privilégiaient la liberté d'aller et venir. Nous avons réfléchi avec l'équipe mobile de soins palliatifs, avec la famille, et nous les avons impliqués à chaque étape de l'avancée de nos décisions, car c'était forcément quelque chose d'évolutif. Le questionnement, on en a déjà parlé, pour des résidents qui ne communiquent pas verbalement, mais également pour ceux qui n'ont pas la parole. Par exemple, pour des résidents qui refusent de s'alimenter ou de prendre leur traitement. Jusqu'où doit-on aller pour obtenir cette prise alimentaire ? Doit-on les forcer ? Doit-on cacher les médicaments ? C'est également des sujets que nous abordons régulièrement dans le cadre des projets de vie ou des réunions d'équipe. Selon les situations rapportées, les problématiques rencontrées, les réponses ne peuvent pas être toutes au même niveau. Certaines peuvent se discuter en interne, d'autres nécessitent un intervenant extérieur, voire la sollicitation d'un comité éthique. J'impulse cette réflexion depuis quelques années, petit à petit, par différents moyens. Donc je les ai tout d'abord impliqués au départ dans le cadre de mon mémoire, car j'en ai interviewé certains, j'ai fait des groupes de travail à ce sujet-là.
Début 2025, j'ai organisé des sensibilisations à l'éthique d'une demi-journée avec des groupes pluridisciplinaires allant de l'homme d'entretien à la direction en passant par les équipes éducatives et paramédicales. Ces échanges ont créé une dynamique intéressante nous permettant petit à petit d'aller plus loin dans la réflexion. J'ai organisé cette année également un challenge bientraitance et éthique avec une thématique ou une valeur tous les mois. Ceci a eu beaucoup plus de mal à toucher les professionnels qui sont pris dans leur quotidien, quelle que soit leur fonction. Cela a cependant permis d'impulser encore quelques notions que nous reprenons lors de temps de réunion ou lors d'échanges pour mettre du sens. Responsable de la démarche qualité dans ma structure, j'essaye d'inclure un regard éthique lors de l'élaboration de certaines procédures. Ainsi, j'ai fait un paragraphe sur le questionnement éthique dans la procédure contention et prévention de la liberté d'aller et venir, mais également dans le protocole sur les verticalisations. Le chemin est encore long car il reste difficile au quotidien d'impliquer tous les professionnels, de poursuivre avec la même énergie. Au vu de la population accueillie, il reste difficile d'impliquer les résidents eux-mêmes, ce qui parfois peut être frustrant. Nous allons cependant organiser avec la psychologue des temps de réflexion avec certains résidents qui ont la communication verbale, autour notamment des réseaux sociaux ou de l'amour, la sexualité. Nous voulions commencer par les réseaux sociaux et puis certains résidents nous poussent à commencer d'abord par la thématique de l'amour et de l'intimité. Donc nous allons commencer bientôt sur ce sujet-là. Nous organisons également notre premier café éthique avec les familles début décembre. Certains ont lu au fur et à mesure le challenge bientraitance et éthique. Certains nous en ont parlé. Et nous verrons à ce moment-là comment nous allons pouvoir impulser ça aussi au niveau des familles. Pour conclure, même si ce travail est long, demande plein d'énergie, il est passionnant et permet, je l'espère, de semer de petites graines qui ne demandent qu'à grandir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et on passe la parole à Léa Castanon, docteur en sociologie, qui est responsable du site de Rouen de l'ERR Normandie. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup de me permettre de présenter mon propos aujourd'hui. Donc moi, je vais vous parler, en fait, être très terre à terre et vous donner un exemple de comment un espace éthique et un site d'un espace éthique travaille au quotidien en prenant du coup le prisme évidemment de la question du handicap. Donc effectivement, moi je suis responsable en fait du site de Rouen de l'espace de réflexion éthique de Normandie, donc un espace qui se traduit en 2 sites, un site à Caen où nous avons notamment notre coordonnatrice ainsi que notre directeur qui est Grégoire Montel et une partie de notre équipe à Caen, et un site à Rouen où nous sommes un binôme. Donc moi j'en suis la responsable à 100% et je suis accompagnée de Nadia Cherchem, cadre de santé à hauteur de 30%. Donc même si évidemment ce que je vous propose se retrouve sur le site aussi Canet, je vais me centrer particulièrement sur mon expérience pour vous présenter un petit peu comment on fonctionne. Ce site, donc basé à Rouen, en fait, assez traditionnellement, il contient finalement l'ancienne Haute-Normandie. Donc, c'est-à-dire que moi, je travaille sur les départements du 76 et du 27, de l'Eure et de la Seine-Maritime. Et donc, je traverse, comme beaucoup d'espaces éthiques, tous les instituts, toutes les structures du monde social, sanitaire et médico-social, avec des actions ciblées. Et c'est un peu ces actions que je vais vous présenter aujourd'hui pour voir comment, face à une demande du monde du handicap, on propose quelques outils de réflexion et de temps d'action pour répondre à leurs questionnements. Globalement, aujourd'hui, ça se traduit à hauteur de janvier à novembre par 60 sensibilisations éthiques, plusieurs comités éthiques montés entre 2024 et 2025, une dizaine à peu près aujourd'hui fonctionnels, et à peu près 6400 km parcourus depuis janvier jusqu'à maintenant. Globalement, au début de ma prise de poste en décembre 2020, j'étais d'abord très appelée par tout ce qui était sanitaire. Ensuite, on a vu passer un petit peu le monde des EHPAD qui a pris beaucoup de place et qui nous a de plus en plus appelés. Et puis, depuis 1 an et demi, c'est le monde du handicap qui prend un peu le relais avec une demande de plus en plus croissante de la part des acteurs du handicap, avec, en tout cas moi je l'observe sur mon site, une surreprésentation du handicap psychique et du handicap mental dans cette demande, et finalement assez peu d'associations du monde du handicap plutôt moteur. On a du coup beaucoup d'associations, beaucoup de partenaires, on en a là j'en ai cité quelques-unes, la PUI, la DAPEI, Sésame Autisme, etc., avec du coup toujours cette petite particularité de beaucoup d'associations de familles, ce qui n'est pas négligeable, et on le sait quand on les accompagne, qui engendre des questionnements et des situations différentes lorsqu'on a en plus ce CA de famille parfois présent, donc c'est aussi une particularité à prendre en compte.
Et du coup, c'est traduit en même temps qu'une intervention au sein de ces structures, un développement de plus en plus important de partenaires du monde du handicap qui nous accompagnent au quotidien. Globalement, la première mission, enfin les premières missions et celles qui prennent aujourd'hui le plus de temps et qui sont en tout cas pour moi 80% de mon temps de travail, c'est les actions en intra-établissement avec 2 offres proposées, c'est-à-dire souvent la demande à terme, c'est la construction d'un comité éthique, soit parce qu'il n'a jamais existé, soit parce qu'il est mort, soit parce que aujourd'hui il répond plus aux besoins et aux attentes. Avant d'en arriver à se mettre autour d'une table et de monter un comité éthique, nous il nous paraît essentiel déjà qu'on parle de la même chose quand on parle d'éthique. Effectivement, la notion de langage commun, encore plus selon ces différents secteurs que sont le sanitaire, social et médico-social, est importante. Donc nous on propose souvent cette sensibilisation éthique à destination évidemment de tous, professionnels, familles, personnes accompagnées aux besoins, permettant en fait de dégager un peu, de conceptualiser ce qu'on entend par l'éthique à travers des exemples, à travers des échanges, donc quelque chose vraiment de l'ordre de l'information et de la formation. Et ensuite, en vient la question du montage de ce comité éthique, parce que c'est souvent quand même la question qui est le plus posée. Aujourd'hui, à la suite de ces sensibilisations, on propose des réunions de montage de comité éthique, donc c'est-à-dire que vraiment on accompagne en tenant par la main autant que nécessaire les structures pour monter un comité éthique qui leur ressemble et qui prenne en compte chacune des particularités qui font de ce qu'ils sont. Donc 2 comités éthiques, même avec des missions similaires sur 2 structures, auront toujours une particularité liée à la structure en elle-même. Ces comités, globalement, ils prennent 2 axes, je pense, principaux. L'axe de la saisine, assez classique dans le sanitaire, qui prend place dans certaines structures, mais par expérience, pour moi, dans le monde du handicap, c'est pas celui-là qui est choisi. On prend surtout l'axe de ce que moi j'appelle la dynamique éthique. C'est en réalité un comité éthique dont l'objectif, c'est de faire vivre l'éthique au quotidien comme une espèce de lame de fond permanente. Et ça passe par l'organisation de temps, de réflexion, d'actions concrètes, des journées, des ateliers, des cafés éthiques, et ça passe aussi parfois par le développement d'outils dont les équipes se saisissent. Donc le comité, il est vraiment là pour faire vivre ces actions et ces temps de réflexion. Globalement, j'ai mis 2 exemples ici. On voit que César Autisme Normandie, par exemple, donc c'est un comité qu'on a monté. C'est un travail qui a duré à peu près 1 an et demi parce qu'il y a eu parfois, des turnovers importants. On a mis en pause, on est reparti. Aujourd'hui, c'est une association qui a choisi de travailler la contention de la privation de liberté, qui s'est traduit d'abord par leur participation à notre journée des groupes éthiques territoriaux de cette année. Ils ont pu nous présenter comment ils ont mis en place une masse hors les murs, dans une maison louée en plein centre de Bois-Guillaume, près de Rouen. Et en même temps, en parallèle, ils travaillent sur la mise en place de cafés éthiques à destination de tous les acteurs. Cafés éthiques pour lesquels ils souhaitent nous rappeler pour les mener, mais qui pourraient aussi mener complètement seuls, évidemment. Donc on voit qu'ils sont en train, ils ont choisi ce modèle dynamique et ils sont en train de faire vivre cette notion de contention en se demandant comment accompagner leurs professionnels au quotidien, mais aussi évidemment les familles et les personnes accompagnées. Pour l'essor, par exemple, ils sont plutôt sur la place des proches, c'est une association de famille avec plutôt des mineurs, et donc là ils sont en pleine réflexion sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour questionner la place des proches dans nos institutions qui est importante, mais qui est aujourd'hui parfois source de questionnement, voire de problématiques. Donc ils sont en plein dans ce travail-là. Ça, c'était, on va dire, un petit peu le travail qu'on peut mener en intra-établissement, qui est évidemment le cœur du métier et qui aujourd'hui se traduit du coup énormément dans le monde du handicap. Il y a aussi toute cette notion d'observatoire des pratiques et puis de promotion du débat public qui nous est demandée et qui a pris place au sein du site de Rouen par l'organisation d'ateliers citoyens. Il s'avère qu'en 2024, une des thématiques retenues a été la place des proches. C'était ce qui ressortait parce qu'en fait, on vient donner de l'information quand on se balade en structure, mais on en recueille énormément aussi. Et nous, ce qui était ressorti de ces rencontres, c'était que la place des proches était source de questionnement à la fois dans les EHPAD et dans le monde du handicap. Donc on a choisi de mener ces 2 salves d'ateliers citoyens dans le monde de l'EHPAD et dans le monde du handicap. Pour ça, donc on a fait le choix de choisir 5 sites qui permettent une petite représentation de la Haute-Normandie, qui correspond encore une fois au territoire de notre site, avec en gros un atelier en soirée où on vient non pas apporter des solutions ni même de l'information finalement, mais surtout recueillir voilà, c'est quoi la place des proches aujourd'hui dans le monde du handicap avec la pluralité de personnes qui s'étaient rendues dans nos ateliers et avec un atelier de restitution qu'on organise toujours qui permet de relier les sites entre eux et donc chaque site peut se rendre compte de ce qui s'est dit et on profite toujours de ce moment pour inviter
un grand témoin, un expert, et en fait participer au maillage territorial en prenant le temps de faire connaissance. On avait invité par exemple ici de mémoire un SAVS qui avait un dispositif assez spécifique, et on avait aussi invité l'UDAF 76 par exemple, qui avait présenté sa formation à la tutelle familiale, parce qu'on avait identifié que la question de la tutelle chez les familles était source de beaucoup de questionnements, de méconnaissances, tant des professionnels que parfois des familles, et donc on a demandé à l'UDAF, vous avez cette ressource-là, pouvez-vous la présenter pour que les acteurs du territoire s'en saisissent au besoin. Donc ça a été dans le cadre de ces ateliers citoyens qui ont permis de faire ressortir plein de choses, évidemment, qui ont permis de questionner plusieurs choses, et notamment, par exemple, il y a un élément qui est ressorti qu'on n'avait pas identifié, c'était la question des transitions de vie. C'est-à-dire, je suis à l'IME, parfois j'y reste jusqu'à 20 ans, mais donc évidemment, le cap des 18 ans, techniquement, change la donne, au moins d'un point de vue légal. Et puis je passe en ESAT, et d'un coup les familles, par exemple, elles qui avaient presque toutes les informations du quotidien, se retrouvent à ce qu'on leur dise ça vous regarde pas. Ce qui légalement s'entend, mais ce qui pour ces familles était parfois considéré comme une violence assez inouïe. Donc ça, c'était une première transition qui a été marquée comme complexe. Et puis il y a une deuxième transition, moi personnellement, à laquelle j'avais pas réfléchi du tout, c'était une fois qu'on est à la retraite en ESAT, et on y est à 60 ans à peu près. Et que se passe-t-il après? Et donc là, on a découvert par exemple la question des EHPAD qui aujourd'hui, dans beaucoup de cas, sont pas du tout les espaces les plus adéquats à une population jeune, en fait, 60 ans par rapport à l'âge moyen de certains des EHPAD aujourd'hui. Donc ces ateliers, en plus nous d'apporter peut-être un peu d'informations et surtout de permettre, à mon avis, la mission de maillage territorial qui est essentielle dans nos espaces, elle a permis aussi d'identifier ces questionnements qui n'étaient pas forcément au cœur de nos préoccupations à cet instant-là. Ils ont permis aussi de travailler des pistes de réflexion. Ça permet aussi d'éviter de copier-coller des choses qui existent déjà. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plein d'institutions qui ont pensé à plein de choses, qui ont mis en place des ateliers, des outils, mais comme les institutions ne se connaissent pas nécessairement entre elles, elles vont répéter en fait en permanence des travaux qui ont déjà été menés. Et donc ces ateliers, c'est aussi des moyens des fois de partager des outils, même des fois des jeux de cartes, des choses très pratico-pratiques, mais qui permettent en fait de développer, ou même de parler d'échecs, de dire nous on a essayé ça, par exemple ça n'a pas du tout fonctionné, chez vous ça a fonctionné, pourquoi? Donc en plus même du débat, c'est aussi des moments de rencontre qui moi, me paraissent assez fondamentales dans des territoires très larges, très vastes, et qui ne se parlent pas toujours finalement beaucoup. La continuité, elle s'est traduite, on est en plein dans les états généraux des lois de bioéthique, je vous ai parlé de la question de l'EHPAD, ce qui fait que le site de Rouen a décidé de se positionner sur la question justement du vieillissement des populations en situation de handicap spécifiquement, et de réitérer notre travail autour d'ateliers citoyens en ciblant du coup cette thématique-là. Donc des ateliers qui sont prévus pour 2026, on est en train d'organiser l'aspect pratique avec l'idée de redonner une place, et notamment en fait de discuter aussi avec les EHPAD du territoire et de faire se rencontrer ces deux mondes du médico-social et du social qui discutent encore une fois pas toujours tous, et de voir que peut-être aussi il y a des dispositifs qui existent déjà et d'en profiter pour les présenter et voir ce qui est à prendre aussi dans ces dispositifs-là. Et puis enfin il y a le travail des partenaires. Et ça a été assez marqué dans le monde du handicap, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres secteurs. On a, à force en fait de côtoyer, en fait, de fil en aiguille, par effet boule de neige, pu rencontrer des partenaires et entamer un travail avec eux. Il y en a deux grands autour de nous. Nous aussi, on a un CAP, mais nous, c'est le CAP Parents qu'on a rencontré, qui est une structure qui est un centre de ressources régional qui existe depuis 1 an et demi autour de la parentalité et de la périnatalité des personnes en situation de handicap, et donc qui s'est présenté à nous, avec qui on a décidé de travailler en partenariat. On a également le centre Intime Agir. J'ai vu qu'il y en avait un ici. Nous, c'est une ressource absolument essentielle, qui est très présente sur le territoire, qui fait beaucoup de choses et avec laquelle on a décidé de travailler. Ce partenariat, il se traduit globalement par le fait déjà de se connaître, le fait d'être des relais les uns des autres, c'est-à-dire que moi en structure, si j'entends parler de sujets autour de la parentalité, je connais le centre et donc je peux les y envoyer. Et l'inverse est vrai aussi, on est des fois appelé par Cap Parents, me dit j'ai une structure qui m'a parlé d'éthique, est-ce que les reines peut éventuellement le contacter? Donc on est relais l'un de l'autre. On organise aussi, on participe à des journées communes, et on a même par exemple pour Cap Parents, leur coordonnateur principal a démarré le DU éthique à Rouen cette année, justement pour étoffer encore plus ce travail-là. Donc on est vraiment sur un travail partenarial, mais qui, encore une fois, à mon avis, répond à la notion de maillage territorial en créant du lien et du réseau les uns avec les autres, et en pouvant presque faire de la pub, entre guillemets, l'un pour l'autre, sur des territoires tellement vastes que des fois on a toujours des zones un peu plus isolées les unes que les autres et qui nécessairement ne connaissent pas forcément. Et on parle encore une fois de structures avec des petits ETP. Donc des gens qui ne peuvent pas parcourir l'ensemble de leur territoire toute la semaine non plus, même s'ils essayent. Donc ça permet aussi de démultiplier ça.
Donc finalement, l'idée, moi, très pratico-pratique, ce dont je voulais vous parler, c'est quelque chose que je pense beaucoup des RER font. Ça n'est qu'un exemple parmi les autres de comment un espace éthique et un de ces sites notamment peut travailler cette question-là. Donc on voit bien que dans notre mission, on est censé être à disposition des acteurs. Ça fait partie de notre mission principale. On le remplit en allant dans les institutions, mais on le remplit aussi en organisant, en n'oubliant pas le citoyen, qui est un point faible. Il faut être honnête. Nous, au niveau rouennais, on se rend bien compte que dans nos ateliers citoyens, le citoyen lambda qui aurait poussé la porte et qui aurait vu de la lumière, il n'est pas là. On a toujours les professionnels, les familles, toujours des gens un tout petit peu concernés. Donc on a peut-être encore cette difficulté à aller toucher sur certaines thématiques le citoyen classique, entre guillemets. Et puis finalement, c'est aussi l'ouverture au-delà de ces institutions-là. Et moi, ce que je retiens de plus en plus, c'est qu'il y a de la créativité assez incroyable dans plein d'établissements. Il y a des projets. Et je crois que la journée, pour moi, on est un exemple. Moi, j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas, qui existent d'ailleurs peut-être pas en dehors de cette région. Et donc, l'idée, en fait, c'est, je pense, comme nous, on se balade beaucoup, c'est d'emmener avec nous dans notre boîte à outils aussi tous ces dispositifs pour en parler et pour à terme peut-être arriver à avoir un maillage un peu plus fort et éviter la dispersion et qui est une perte de temps. Le temps est une ressource rare dans les institutions, donc éviter de réitérer des choses qui existent déjà et qui fonctionnent, ça contribue aussi à poursuivre dans la créativité sans emboliser trop le temps de tous les professionnels qu'on sait rares et précieux aujourd'hui. Donc voilà un petit peu l'idée de cette présentation. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Et enfin, pour clôturer ce premier panel, je donne la parole à Frédéric Lazier, chef de pôle adulte psychiatrie générale à Marseille, qui sera accompagné par Perrine Malzac, qui est directrice adjointe de l'ERR PACA. J'enlève mon masque, si ça ne vous embête pas. J'ai plus l'habitude. Alors, Perrine Malzac, donc directrice adjointe de l'ERE PACA Corse, et moi-même. Donc, comme vous l'avez dit, je ne pensais pas que vous alliez me présenter. Psychiatre et PH, nous remercions les organisateurs de nous permettre de vous présenter aujourd'hui un dispositif innovant d'accès aux soins pour des patients souffrant de troubles psychiques. Collaboration fructueuse entre les espaces de réflexion éthique et les acteurs de terrain. Il y a quelque chose ? Ah d'accord, ok. Alors, l'histoire se déroule au sein du centre hospitalier Val-Vert, hôpital autorisé en psychiatrie situé dans les quartiers est de Marseille. C'est un établissement répondant aux missions de service public classiques, mais un peu atypiques dans le paysage national. Les unités de soins sont toutes ouvertes, permettant la libre circulation des patients et des soignants. Seuls 4% des établissements ont choisi cette formule. La contention mécanique y est interdite. Seuls 10% peut-être des établissements. Et la politique de soins s'inscrit dans une longue histoire d'une psychiatrie dite humaniste. Cependant, le centre hospitalier Val-Vert dispose de 8 chambres d'isolement, dont le taux de recours en 2022 était légèrement plus élevé que la moyenne nationale. Ce triste constat nous a conduit à mettre en place différents groupes de travail pour changer nos pratiques. Très rapidement, il nous est apparu que les patients devaient être associés à ce travail. C'est ainsi qu'a été constitué le groupe débat que je vais vous présenter. Donc c'est un groupe de travail, il est ouvert, il se tient tous les mois et il réunit patients, soignants et stagiaires de l'établissement, stagiaires ou étudiants en formation dans l'établissement. Un médecin, une psychologue, une documentaliste et un patient sont référents du groupe et assurent la communication, la prise de notes, la synthèse et la diffusion des travaux. Les séances se tiennent dans la salle des instances de l'hôpital. Nous voulions un lieu symbolique, un lieu de décision. Elles se déroulent en suivant un protocole grandement inspiré de notre expérience en éthique, en particulier des modalités d'échange mises en œuvre dans les saisines. Nous commençons par un court exposé rappelant le contexte de la réflexion, puis les règles de délibération éthique sont clairement énoncées. Bon, je les cite comme ça. Donc la parole est libre et doit circuler. Il est demandé de ne pas chercher à convaincre celui qui a une opinion différente, mais au contraire d'être perméable aux arguments d'autrui. Et on peut utiliser son expérience personnelle, mais on doit viser une argumentation plus universelle.
Donc ces règles, tout ce préambule permet d'instaurer un cadre d'écoute qui vient calmer le brouhaha inhérent à ce type de réunion. Enfin, un tour de table permet à chacun de se présenter et de faire l'expérience de la prise de parole dans un groupe qui peut compter un grand nombre de participants. Expliciter les règles du débat permet aussi de poser d'emblée un cadre contenant, sécure, qui autorise l'expression d'opinions sensibles, qui pose la règle de la singularité des avis, accorde un statut particulier à l'expérience sans la mettre au premier plan, ce qui fait de ces échanges un groupe de travail et non un groupe de parole, comme il en est communément proposé dans cet hôpital. Et juste, je fais une petite parenthèse là. Avant que ce groupe ne soit créé, on avait fait 2 groupes, un groupe avec les patients et un groupe entre professionnels. Et puis ça faisait beaucoup de réunions. Et puis dans le groupe entre professionnels, c'était la foire d'Empoigne, puisqu'on parlait. Donc la seule invitation, c'était la chambre d'isolement. On en parle ensemble. Et il y avait une telle mauvaise qualité d'écoute et une telle agressivité entre les uns et les autres qu'on s'est dit non, on va réunir tout le monde. Et finalement, en réunissant professionnels et patients, ça a apporté beaucoup de souplesse et ça a finalement complètement dépassionné les débats et ça a permis de nous écouter. Alors, je reprends parce que ça j'ai oublié de le dire. Donc, et puis aussi les règles dont je vous parlais là, c'est important de les poser en préambule, comme ça elles peuvent être rappelées par les modérateurs pour recadrer un peu le débat et c'est perçu de manière beaucoup moins agressante, je sais pas comment dire ce terme, que quand comme ça on peut être amené à couper quelqu'un qui monopolise la parole, donc on se sert de cette idée d'avoir cité que la parole devait être partagé entre tout le monde, voilà. Alors, chaque année, nous réalisons donc 10 débats de 20 à 50 participants en moyenne, avec à peu près toujours un tiers de patients, un tiers de soignants et un tiers d'étudiants. La première année, il n'a été question que de la chambre d'isolement, de son utilisation, de ses alternatives. Ces 2 dernières années, tout en gardant l'objectif d'un moindre recours aux chambres d'isolement, nous avons proposé des séances thématiques qui reflètent plus généralement la vie de l'hôpital, telles que l'accueil à l'hôpital, la violence, l'apaisement, les traitements, mais aussi les enjeux de pouvoir à l'hôpital, la peur, la nuit, la place des proches dans la crise. Ces thèmes avaient été discutés lors d'une réunion et beaucoup étaient des propositions des patients, notamment celles sur les enjeux de pouvoir à l'hôpital. Alors, pourquoi nous vous présentons ce groupe débat comme un dispositif d'accès aux soins ? L'accès aux soins est une préoccupation soignante forte et tout particulièrement en psychiatrie. Dans son avis 147, qu'il appelle lui-même une alerte, le CNCE fait état des enjeux éthiques de la crise en psychiatrie. Au centre des problématiques analysées, l'accès aux soins et les conditions souvent qualifiées d'indignes de l'accueil et du soin des patients souffrant de troubles psychiques. En cause, le manque de moyens, la vétusté des hôpitaux psychiatriques, le manque de ressources humaines dans un contexte d'explosion de la demande. C'est donc une problématique nationale largement documentée que nous avons bien sûr bel et bien à l'esprit. Pourtant, nous avons choisi une autre approche. Nous avons considéré ici l'accès aux soins non pas du côté de l'organisation structurelle de l'offre de soins, mais dans un aspect plus qualitatif, dans la possibilité pour les patients souffrant de troubles psychiques sévères, répondant aux définitions du handicap psychique, d'être entendus dans leur expérience, de participer à la réflexion sur des pratiques soignantes qui les concernent, aux côtés des professionnels et pour les modifier. Dans le cas de la chambre d'isolement, par exemple, donc je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que la chambre d'isolement, ce n'est en aucun cas un outil thérapeutique. Son utilisation est strictement encadrée par le législateur comme étant le dernier recours en cas d'un danger imminent pour le patient ou pour autrui. Donc,
Dans le cas de la chambre d'isolement, qu'on peut dire aussi CI, le vécu des patients, leur point de vue, l'impact de leur santé, ou sur leur relation avec les soignants sont très rarement documentés et de façon toujours marginale, alors que cette pratique concerne 30 000 patients chaque année en France, pas à Marseille. Être entendu sur cette question avec une parole prise en compte par l'institution et pouvant agir sur cette pratique, c'est accéder à l'organisation de soins, c'est participer à la démocratie sanitaire consacrée en 2002 par la loi Kouchner qui promeut la place du patient à toutes les étapes du soin. Ce dispositif n'est pas sans effet non plus sur les soignants. Il permet que la parole du patient soit entendue en dehors de la relation de soins, dans une co-construction d'un savoir plus horizontal. C'est ce qu'on pourrait qualifier de retour éthique de l'expérience, car il est question ici non pas des aspects scientifiques ou techniques des soins, mais des valeurs qui sous-tendent ces pratiques, de ce qui est en jeu, de ce qui échoue, de ce qui se noue. Et à noter également que lors de ces séances, les soignants expriment très librement leurs doutes, leurs malaises, leurs convictions ou leurs contradictions. Enfin, ce dispositif a des effets sur l'institution. Il vient affirmer la place des usagers, la légitimité de leurs paroles. Il est soutenu par la direction, soucieuse de prendre en compte l'expérience des patients, et vient sceller l'alliance médecin-patient-administration indispensable pour faire évoluer les pratiques. Enfin, nous n'avons pas de critères scientifiques pour mesurer l'effet de ce dispositif sur nos pratiques. Et nous l'avons dit, plusieurs actions consacrées dans l'hôpital sont menées au sein du pôle. Mais c'est un fait, les pratiques évoluent et nous allons passer de 8 chambres d'isolement à 4 dans les 5 prochaines années pour l'établissement. Ce dispositif est une collaboration fructueuse avec l'ERE PACA Corse. L'espace de réflexion éthique est un lieu de formation, un lieu de rencontre transdisciplinaire qui déconstruit le cloisonnement inéluctable entre nos pratiques, entre nos spécialités. Mais c'est aussi un lieu d'enrichissement de nos disciplines. L'ERE PACA Corse a développé dans sa structure des commissions par spécialité qui favorisent une réflexion pluridisciplinaire centrée sur les problématiques éthiques en lien avec une pratique. Ainsi, la commission psychiatrie de l'espace éthique rassemble des professionnels hospitaliers ou issus du médico-social et d'associations de personnes concernées. Et elle offre une pluralité d'approches et d'expériences qui permet de penser différemment les pratiques, d'élaborer ce genre d'initiatives et de les soutenir. Je vais passer la parole à Perrine qui va nous lire le verbatim d'une séance qui était consacrée à qu'est-ce que l'accueil à l'hôpital. Alors j'ai sciemment enlevé tout ce qui était, puisque pour la prise de notes, nous avons la documentaliste qui fait toujours des très belles phrases, qui met en lien, c'est vraiment des beaux résumés. J'ai résolument enlevé tout. Je n'ai laissé que les citations qui étaient entre guillemets dans le verbatim. Voilà donc le verbatim de cette séance. Je mets en lien ce thème avec la formation. C'est ce que l'on doit apprendre. Donc le terme accueil. C'est impressionnant ce monde. Merci pour l'accueil. Comment améliorer l'accueil, l'environnement quand on est malade ? Cet espace de débat fait vivre les évidences de notre rôle de soignant, l'accueil, la disponibilité. Comment être disponible quand on accueille la crise ? Ambiance et environnement comme moyen de penser l'accueil. C'est quoi l'accueil en chambre d'isolement ? Accueillir, c'est prévoir l'inattendu, c'est la disponibilité du quotidien. Comment accueillir tout le monde dans sa singularité ? Pourquoi ne pas associer les patients dans l'accueil ? Ça serait moins angoissant. Mise en chambre d'isolement, même mise en chambre d'isolement si la personne est trop turbulente. J'aime la parole, l'isolement, c'est être fermé à sa famille. Il y a de la philosophie dans l'accueil, mais il faut aussi que ce soit joli, coloré, avec des jardins. Au sujet de la chambre d'isolement, on est plutôt dans l'agir que dans la réflexion.
L'hôpital fait peur. Les premiers temps de l'accueil sont très importants pour se rassurer. Travailler à l'hôpital, c'est se mettre en état de disponibilité. Administratifs et techniques doivent pouvoir contribuer à la qualité de l'accueil partagé avec les soignants. Sourire, être là quand on est absent, dire qu'on ne va pas être là. Je participe car la porte était ouverte. L'accueil, c'est la circulation. Bienveillance, s'adapter aux besoins de chacun. On fait un journal au Tilleul. Ça participe à l'accueil. Les thèmes sont libres, il n'y a pas de censure, c'est l'accueil de la parole. Les patients peuvent accueillir les visiteurs. C'est difficile d'être avec des patients qui ne sont pas de votre âge ou trop nerveux. Aux Trois-Cyprès, il y a des groupes par âge. L'accueil, ça dépend des autres patients. Parfois, c'est tendu et on est mal. Certains patients refusent l'accueil car refusent l'hospitalisation. Et accueillir ce refus, c'est l'accueil. Il faut accueillir les mécontents. La chambre d'isolement, c'est glauque, c'est pas cool. S'isoler, c'est bien, mais être en chambre d'isolement, c'est redoubler d'isolement. Et avez-vous étudié les effets que ça peut avoir sur quelqu'un de seul ? La chambre d'isolement, c'est l'impossibilité d'accueillir quelque chose de la part de quelqu'un. C'est la limite de la crise. Impossible d'accueillir la nuit quand ça s'est mal passé aux urgences. On voit que la chambre d'isolement. Comment calmer une personne agitée ? On vous l'apprend ? Vous avez des techniques ? Les psychologues pourraient vous aider, ils savent parler. Le lien tissé avec la personne apaise. C'est plus simple quand on se connaît. Accueillir avec un café ou une boisson chaude, ça réconforte. Il faut voir l'accueil sur du temps long. Certains patients ne veulent pas rester car les lieux sont austères, inquiétants, pas hospitaliers. Le café permet aussi d'accueillir les familles. On accueille là, la socio, c'est un accompagnement, une attention portée à l'autre. Mais la répétition a besoin d'être accueillie. La chambre d'isolement, ça amplifie le mal-être. Le pire lieu, pas accueillant. Il faudrait un autre lieu rassurant. L'accueil en chambre d'isolement, c'est le pire. Ça dégoûte de l'hôpital, c'est la double peine. Il est inhumain d'appréhender une personne qui souffre, qui a perdu tous ses repères dans les pires conditions, à savoir la chambre d'isolement, un lieu sans fenêtre, comme une cellule de garde à vue. Les soignants sont embarrassés face au refus de soins. Étant passé par cette douloureuse expérience, j'insiste sur l'importance de la première hospitalisation déterminante sur les symptômes. Importance du suivi après par un professionnel dans l'empathie avec une bonne mémoire. Mais on doit être informé de notre pathologie et des soins qu'on est en train de nous faire. Il faut toujours des entretiens pour comprendre, s'informer sur son état et tout faire pour éviter à tout prix cette fameuse chambre d'isolement. J'insiste car c'est trop important. Le fait d'avoir des bouffées délirantes, ça aggrave les crises et on a l'impression que l'on veut entraver notre mission. On est tous différents et on ne veut pas tous la même chose. Il faut du temps pour qu'il y ait une rencontre. Les patients vont nous aider à trouver des alternatives. Je ne savais pas qu'on pouvait parler comme ça, les professionnels et les patients. Je me dis que c'est ça la psychiatrie. Merci de votre attention.